On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle d'un projet pilote qui s'installe à l'aéroport de Saint-Jean, un projet de drone pour le service des municipalités, notamment des cas d'urgence. Mais d'abord, parlons d'une méga urgence, celle de l'approvisionnement en propane pour nos agriculteurs. Le conflit semble vouloir se régler au CN, mais on en parle maintenant des impacts avec l'UPA. Le récent conflit de travail du côté du CN, le Canadien national, l'a mis en perspective, notre dépendance au transport, notre dépendance également au propane, surtout pour les agriculteurs et des enjeux économiques hyper importants. On l'a vu, il y a eu des manifestations ces derniers jours. Bon, là, le conflit est en voie de se régler, tant mieux. Mais faisons quand même le point sur la situation avec le président de l'Union des producteurs agricoles du Haut-Richelieu, l'UPA, Christian Kaiser. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Moi, honnêtement, il y a une semaine, très exactement, j'étais assis dans le même fauteuil en train de préparer mes entrevues. Puis j'avais une entrevue avec un autre invité qui est dans le domaine agricole, mais on ne parlait pas de ça du tout. Il me parlait du propane, comment le propane était essentiel à la vie des agriculteurs. Puis honnêtement, je ne savais pas ça. Expliquez-nous en quoi le propane est si primordial dans la vie d'un agriculteur. Bien, premièrement, il y a les serres, certaines serres qui chauffent avec le propane. Il y a les poulaillers, les porcheries, des étables à veaux qui sont chauffés au propane. Et ensuite, l'automne, au temps qu'on est en ce moment, mais tout le maïs est séché au propane. Bien, pas tout, mais une grande partie, 80 des producteurs sèchent au propane. Il y a certains au gaz naturel où ce que les lignes y passent. C'est ce que ça veut dire, parce que là, on a eu une petite neige un peu hâtive cette année. Et là, de ce que j'ai compris, c'est qu'on avait peut-être quoi, 2-3 semaines de retard sur la saison, je pense, au niveau du ramassage du grain cette année? Mais plus que ça, même. Plus, oui. Puis il y a du soya encore au champ. Et contrairement à une année habituelle, parce que le printemps était déjà très, très difficile pour les producteurs. Le printemps, on avait presque un mois de retard avec les semis. Ah, ouais. Beaucoup de producteurs ont semé des variétés plus hâtives qui sont prêtes plus vite parce qu'on était un mois en retard sur les semis. Et là, avec l'été qu'on a eu la sécheresse, puis après beaucoup de pluie, puis un peu de manque d'ensoleillement à certains temps. Les plantes, ils n'ont pas réussi à maturer. Puis là, il y a eu une gelée hâtive qui a fait en sorte que les plants ils ont arrêté de maturer puis ont arrêté de sécher. Puis là, il y avait eu pas mal de pluie. Fait que là, contraire à une année normale, en plus, il y a le soya, il va falloir qu'il soit séché, celui qui est encore au champ en ce moment. Donc, finalement, ce n'est pas une super année. De ce que je comprends, c'est que vous vous êtes fait jointure par la nature cette année, au niveau du calendrier. Puis là, en plus de ça, arrivent les problèmes d'approvisionnement en propane. C'est ça. En plus de tous les problèmes avant. Et en plus, avec l'année qu'on a eue, il y a beaucoup de maïs qui a versé. Ça veut dire qu'il y a eu des vents, puis il y a eu plus d'insectes, et le maïs, il a tombé. Alors, avec la neige, ça devient presque impossible de le ramasser. Et là, quand tu as des périodes qu'il n'y a pas de neige, il faut le ramasser le plus vite possible. Puis les rendements sont moindres à la normale, mais le maïs est plus humide qu'à la normale quand on le ramasse. Et quand vous le ramassez, expliquez-nous ça, qu'est-ce qui fait en sorte que quand on le ramasse, il faut le sécher rapidement? Pour l'entreposer, il faut que ce soit autour de 14 d'humidité. Et cette année, quand on ramasse, il y a beaucoup de maïs qui est dans les 30, 31, 32 Et même si on attend souvent avec la gelée, quand le maïs il est mature, avec la gelée, ça baisse. Cette année, il ne veut pas baisser. Il reste à 30, 28, 30. Puis là, il faut le sécher, descendre à 14. Sinon, il ne s'entrepose pas. Il va pourrir dans les silos. Puis après 2 jours, il colle, il ne sort plus, il ne coule plus nulle part. Bon. Quand on parle du propane, moi, j'ai une 400 litres chez nous pour mon foyer, puis mon barbecue, puis ces affaires-là. Puis, je fais remplir ça 2 fois par année. J'appelle, ils viennent, ils en ont, ça finit là. Mais là, ce qu'on comprend, dans le fond, c'est que des réserves de propane, il n'y en a pas tant que ça. Ils n'ont pas beaucoup de réserves. C'est ça, les fournisseurs, ils ont une certaine réserve, mais pour l'hiver, pour fournir les maisons, tout ça, pendant le temps du séchage du maïs, quand il y a une grosse demande, c'est les wagons. Il y a des wagons qui viennent tout le temps. Et eux autres, ils ont leur réserve normale, mais souvent, ils vident les wagons, puis ça va sur les fermes, ça va directement dans les grands plants de séchage, que sur les plants de séchage, souvent, on est rempli 1 à 2 fois par jour. Les camions, ils viennent sans cesse nous remplir. Donc, pas de propane, pas de train pour le voyager. Pour les agriculteurs, c'est comme... c'est la fin du monde. Je veux dire, c'est comme... Bien, il faut arrêter de récolter tout de suite, parce que ce qui est récolté, tu ne peux plus. Puis là, avec la saison, en plus, normalement, le battage, on commence un peu plus tôt.
Là, on est déjà tard dans la saison, puis une fois qu'il commence à avoir trop de neige avec du maïs versé, mais là, c'est des pertes au champ. Là, c'est du maïs qui va pourrir dans le champ puis que tu ne peux plus ramasser. Bon. Au-delà des aléas de la température cette année, disons qu'on fait abstraction là, des problèmes de météo, là, les problèmes de propane, ça va entraîner quoi comme perte? Est-ce qu'on avait commencé à avoir des pertes en lien avec le problème de propane ou on s'en allait vers ça, là? On s'en allait vers ça. Il était minuit moins une, là. Il était minuit moins une, puis parce que là, il y a des producteurs, il y a certains centres qui prenaient un peu plus, puis ils pouvaient pas, ils ont demandé aux producteurs d'arrêter de battre, ceux qui avaient du gaz naturel. Il y a des producteurs qui avaient des réserves pleines au moment que le litige a commencé, et les compagnies ont appelé et ont dit « on ne peut plus vous apporter de propane ». Fait que là, il était pris, il y avait du maïs à moitié séché, il y avait du maïs déjà battu, qu'il a fallu qu'il amène à d'autres centres puis qu'il essaye de le bouger sans cesse pour qu'il ne prenne pas puis qu'il ne chauffe pas. Puis là, il y a la météo. Dans certaines ici, là, on est chanceux. Demain, ici, il annonce de la pluie. Il y a d'autres régions qui annoncent de la neige. Fait que ça s'en allait vers des pertes. Et le soya qui n'est pas ramassé maintenant, le soya qui gèle, dégèle, puis qui prend de l'humidité, lui, il pourrit. Il vient avec des taches brunes puis il n'y a plus rien à faire avec. Là, de ce que j'ai compris, dans le fond, les premiers à sonner l'alerte, c'était un peu les agriculteurs de la Montérégie, là. Ça a été les producteurs de grains et l'UPA de la Montérégie qui ont été devant le bureau à Mme Shanahan, députée de Châteauguay-Lacolle, vendredi passé. Et après, les producteurs ont décidé qu'ils allaient devant les bureaux du CN dans le centre-ville à Montréal avec une quinzaine de tracteurs. Ils ont parlé à un vice-président qui était là au bureau pour parler de notre problème et de l'urgence, les sensibiliser qu'il y avait des impacts, des grands impacts financiers pour les producteurs. Puis nous, on ne voulait pas prendre parti dans leur litige. On voulait les laisser négocier, mais il fallait trouver une solution pour que le propane se rende le plus vite possible sur les fermes. Parce qu'après les pertes sur les fermes, s'il y aurait manqué de propane, ils ont commencé à rationner, ils ont coupé le séchage en premier. S'il y aurait manqué de propane dans des poulaillers ou des porcheries, mais c'est des pertes de millions de dollars rapidement parce qu'ils ne sont pas capables de prendre les changements de température. Aussi rapidement. Bon, on a vu des manifs à Québec, on a vu des manifs devant aussi le bureau du premier ministre à Montréal, dans le comté de Papineau, le premier ministre Trudeau. Mais c'est ça. Donc, ce que je dis, c'est que ce conflit de travail-là au CN a fait la démonstration à la population il y avait des enjeux économiques importants en lien avec le propane, mais aussi le transport des protéines, le transport de la nourriture. C'est ça, le transport, il y a les matières, tout le grain de l'Ouest est bougé par train, puis pour aller au port à Thunder Bay, puis là, il commençait à manquer de tourteaux de soya à certaines places parce que le soya ne se rendait plus à Bécancour. Il manquait d'autres protéines dans les mélanges. Puis là, dans les meuneries, il a fallu... certaines meuneries ont commencé à changer les mélanges pour les animaux. Puis les animaux... Dans les poules, dans les cochons, pour que ça soit égal tout le temps, ça grandit plus vite, ça reste plus en santé. Ils n'aiment pas ça, les changements, les animaux. Ils aiment ça manger la même chose tout le temps. Puis là, il commençait à avoir des risques qu'il allait manquer de produits pour nourrir les animaux, là. Donc, le transport du propane et le transport de la nourriture en général, et tout ça se fait par train. Là, je pense qu'on en a eu la démonstration. L'autre chose également, moi, qui m'a frappé dans tout ça, bon, je comprends que dans ce genre de conflit de travail-là, il y a comme ce qu'on appelle un peu les services essentiels, il y a comme un ordre de priorité, mais est-ce que je me trompe ou, visiblement, le transport du propane en lien avec les besoins des agriculteurs n'était pas très, très haut dans la chaîne de priorité quand arrive ce genre de conflit de travail-là? Je ne sais pas si c'est quelque chose qui avait déjà été identifié au niveau des mesures d'urgence, mais visiblement, je pense que c'était une de vos demandes également de revoir peut-être le niveau prioritaire dans la chaîne. Mais le niveau prioritaire, pour le chauffage des animaux, ça, c'était plus dans les priorités, qui est comprenable. Parce que ça, c'est des pertes de vie, c'est le bien-être animal. Mais le séchage, on est une année, c'était pas pour début octobre, on était rendu fin saison. Puis on trouve, c'est ça, ça n'a pas été, le gouvernement n'a pas réagi assez vite. Parce qu'on n'était pas, le rationnement, c'est des lois qui ont été mises en place pour les temps de guerre, pour les temps de catastrophes naturelles. Là, on parlait d'un conflit de travail, ne devrait pas mettre en péril le système d'alimentation d'un pays. Oui, c'est ça.
Ouais. C'est vraiment c'est déplorable de voir ça. Et nos programmes de sécurité du revenu et de sécurité de récolte ne prennent pas en considération ce genre de pertes-là. Si c'est ramassé du champ, puis c'est dans les silos et ça pourrit parce que tu n'as pas de propane, il n'y a pas d'assurance qui couvre ça. Donc, c'est hautement risqué. Fait que c'est un conflit de travail qui vient vraiment dans le portefeuille des producteurs s'il y a des pertes. Puis le gouvernement n'a pas été vite à réagir pour garantir un approvisionnement. Bon, là, ça peut prendre à peu près combien de jours avant qu'on revienne un peu à la normale et que les fournisseurs aient en main du propane et puissent aller vous livrer comme d'habitude? Les fournisseurs, d'après ce qu'on entend, certains sont en mesure de commencer à fournir ce soir, même demain. Ceux qui avaient une petite réserve parce qu'ils savent qu'il y a des trains qui s'en viennent. Il y a des embouteillages un peu dans le système de train parce qu'il y a des centres de tri, tout ça qui sont pleins. Mais il y en a certains, ceux qui ont une petite réserve encore, qui savent quand est-ce que leur wagon arrive, peuvent commencer à fournir, mais ça va prendre 5-6 jours avant que ça revienne à la normale, qu'il y ait les volumes qu'ils ont besoin pour fournir à 100 tous leurs clients. Ce qui serait vraiment malvenu, ça serait s'ils tirent avantage de ça puis qu'ils ne respectent pas leurs contrats qu'ils ont signés. Il y a des contrats de prix qui sont signés avec certains producteurs. Puis ceux qui n'ont pas de contrat, on a vu une augmentation de prix. Évidemment. C'est ça. Ça serait mal vu qu'ils tirent un profit avec la crise qu'il y a en ce moment. Oui, comme on avait vu un peu à l'époque du verglas, il y a une vingtaine d'années, où il y avait malheureusement des prix de première nécessité qui montaient. Le principe de l'offre et de la demande, mais dans ce genre de contexte-là, c'est un peu moins gentil, disons. Oui, c'est ça. Est-ce qu'on peut dire qu'on l'a échappé belle? Oui, parce qu'il annonce la température un peu moins clémente, puis si on ne peut plus aller dans le champ, ça leur a été des pertes de millions de dollars pour certains producteurs. Christian Cazard, merci beaucoup pour ces explications. Merci. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous parle d'un projet pilote de drone basé ici même à l'aéroport de Saint-Jean-sur-Richelieu. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, la grande visite, mon ami. Le plus jeune entraîneur de l'histoire de la MLS est avec nous, Yoann Damet. Goal! Manquez pas ça. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Depuis quelques années déjà, on a vu l'arrivée dans le paysage des fameux drones, parfois pour des loisirs, mais il peut y avoir différents usages professionnels et même usages dans le cas de situations d'urgence. Pas plus tard qu'il y a quelques semaines, vous savez, il y avait du côté du service des incendies de Saint-Jean-sur-Richelieu une espèce de simulation, de test qu'on a fait à l'aéroport municipal où on devait justement utiliser les fameux drones pour des situations d'urgence, pour voir comment ça peut être utile dans la prise de décision des gouvernements ou encore des municipalités. Bien, tout récemment, on a lancé à l'aéroport municipal de Saint-Jean-sur-Richelieu le projet pilote Ocellus. Avec nous pour en parler, M. Benoît Balmana. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Et là, c'est tout un équipement parce que quand vous avez procédé au lancement, on a vu une ancienne ambulance qui a été transformée en unité mobile dans laquelle il y a des écrans, des télécommandes, des drones alimentés aussi par des batteries. Et bref, expliquez-nous un peu comment le projet a vu le jour. Bien, le projet a vu le jour parce qu'en effet, comme vous mentionniez, on parle beaucoup des drones. Dans l'actualité, les gens s'imaginent plein d'utilisations possibles. Et le but du projet, justement, ça va être de démontrer quel est l'usage des drones réels, comment les villes peuvent utiliser les drones dans leurs activités quotidiennes. Donc, pour monter ce projet, on a sollicité plusieurs villes au Québec. Il y a 8 villes, dont bien sûr Saint-Jean-sur-Richelieu qui
qui est embarqué dans le projet. Et l'objectif va être, pendant une durée de 2 ans, d'essayer des drones pour différents services municipaux. Vous avez parlé bien sûr des situations d'urgence, qui sont une application bien connue dans le domaine des drones, mais il y a tout plein d'autres champs d'application possibles, en urbanisme, en environnement, en travaux publics, en communication. Donc le but du projet va être justement d'essayer comment les drones peuvent réellement contribuer à aider les services aux citoyens dans les villes. Bon, qui est derrière ce projet-là? Parce qu'à la base, vous êtes directeur général de IVEO, qui est une société qui est un peu une société parapluie qui chapeaute plusieurs projets, des projets qui sont innovants. Bref, expliquez-nous un peu la structure dans laquelle opère Ocellus. Oui, donc IVEO, nous, notre mission, c'est vraiment d'accompagner les villes dans le déploiement d'innovations sur leur territoire. Et donc, les drones, c'est une des innovations qui nous a forcément intéressés. Comme vous le mentionnez, Ocellus, c'est un projet où il y a beaucoup de partenaires qui sont impliqués. Déjà, les municipalités, j'ai mentionné 8 villes qui vont contribuer financièrement dans le projet, puis qui vont également utiliser les drones dans leur service quotidien. Il y a aussi le CTIHR, qui est ici l'incubateur de Saint-Jean-sur-Richelieu, parce que l'entreprise qui va faire les services de drones, qui est l'entreprise Exotactique, c'est une entreprise en démarrage, donc elle a besoin de tout le support aussi pour faire face à sa croissance, structurer le développement de cette entreprise-là. Donc le CTIHR va être impliqué pour la phase d'accélération de l'entreprise. On a également un centre collégial de transfert de technologie qui est basé à Sainte-Foy, à côté de Québec, qui est spécialisé en sécurité civile. Eux, ils vont intervenir également pour tout ce qui est préparation des protocoles dans les missions, comment on organise une mission, comment ça se structure. Et puis, on a bien sûr Desjardins aussi, qui a été un des partenaires financiers dans le projet. Parce que pour faire ce genre de projet, il ne suffit pas d'avoir un petit drone et une petite télécommande. Ça prend une multitude de drones, dépendamment des missions. Ça prend une multitude de capteurs aussi pour aller recueillir les bonnes informations. Ça peut être juste des caméras, des photographies, mais ça peut être aussi des capteurs thermographiques pour aller chercher, par exemple, quand il y a un incendie, les différences de température dans un bâtiment pour identifier où est-ce que l'incendie se retrouve. Donc, il y a une multitude de capteurs également qu'il faut acquérir. Et donc, la contribution financière de Desjardins va être importante pour également équiper Exotactique de tous les équipements nécessaires. Comme je le disais en introduction, aujourd'hui, on dirait que monsieur, madame, tout le monde peut s'acheter un drone domestique pour des loisirs. Encore là, c'est quand même assez réglementé aujourd'hui. On ne peut pas utiliser un drone près d'un aéroport, d'un bâtiment, etc., etc. Même pour des gens qui, comme nous, faisons de la télévision, ça peut paraître intéressant d'avoir un drone, mais encore là, il y a des limitations. Dans certains cas, ça prend des permis et il y a une réglementation. Maintenant, c'est quoi la différence entre un drone domestique et un drone professionnel? Comme vous venez de le mentionner, une des grandes différences, c'est justement la partie homologation, réglementation, autorisation de vol qui sont nécessaires. Aujourd'hui, on n'a pas le droit de faire voler un drone au-dessus des citoyens sans avoir d'autorisation. Et donc, dans le projet, ce qu'on a amené également dans tout le pot commun de tous les partenaires, c'est justement comment on facilite l'accès à la réglementation, aux autorisations qui vont être nécessaires pour réaliser les différentes missions. Donc ça, c'est un des différenciateurs majeurs entre les petits drones domestiques et puis des drones professionnels. Et il y a bien sûr, comme je le mentionnais tantôt, tous les capteurs qu'il faut utiliser dans le cadre des missions, où là, on peut avoir plusieurs centaines de milliers de dollars d'investissement nécessaires pour acquérir les bons capteurs en fonction des bonnes missions qu'on veut faire. Bon, parlons des utilités du drone pour les municipalités. Prenons le cas typique d'un cas d'urgence. Moi, je me suis remémoré mes débuts en journalisme, où j'ai fait partie des premiers journalistes qui avaient couvert les BPC à Saint-Basile-le-Grand, ou encore, pas longtemps après, l'année suivante, en fait, l'amas de pneus à Saint-Amable, pas très loin de Sainte-Julie, sur la rive sud de Montréal. Donc, voilà le cas typique d'un événement où les services de sécurité peuvent s'approcher, mais jusqu'à une certaine limite. Mais évidemment, c'est difficile de prendre une décision quand on ne voit pas ce qui se passe. Ou même dans le cas d'un tremblement de terre, quoiqu'ici, dans le sud du Québec, on n'est pas très propice au tremblement de terre, mais prenons le cas de Port-au-Prince en Haïti,
Ou si on avait eu des drones, est-ce que ça nous aurait permis peut-être de localiser des personnes qui auraient pu être sauvées à des endroits précis? Je ne sais pas, là, j'extrapole, mais bref, parlez-nous un peu de l'utilité des drones dans des situations d'urgence. Oui, bien, comme j'aurais un des gros avantages du drone, c'est je dirais, de prendre du recul ou prendre de l'altitude par rapport à une situation donnée, et donc en effet de pouvoir acquérir des informations qu'on aurait moins facilement accès depuis le sol, notamment dans des événements où il y a beaucoup de foule ou de monde, comme vous mentionnez. C'est difficile de s'approcher. Donc, le fait d'être en altitude, on va avoir une vue d'ensemble beaucoup plus facilement accessible. Et donc, on va avoir accès à des données qui vont nous permettre de prendre des meilleures décisions. Alors, des meilleures décisions pour évacuer des personnes en cas, par exemple, d'une problématique. Ça peut être également une meilleure décision, comme je parlais tout à l'heure, dans le cas d'un incendie, pour savoir dans laquelle zone il faut diriger les pompiers le plus rapidement, puis éviter de perdre du temps, parce qu'on sait que chaque minute compte dans les situations d'urgence. Donc, je dirais la finalité globale du drone, c'est vraiment de donner des informations plus précises auxquelles on n'a pas forcément accès dans les situations d'urgence, pour que les agents municipaux ou les services d'urgence puissent prendre des bonnes décisions. Puis tout à l'heure, vous avez mentionné que dans le projet, il y avait une caserne aussi, un véhicule mobile qui était à disposition. Donc, encore une fois, le drone en soi ne suffit pas. Il y a tout le côté protocole de communication, transfert d'informations, le centre de commandement dans lequel on va pouvoir visualiser les informations, prendre les décisions, communiquer avec des protocoles sécurisés. Donc, tout ça, c'est l'infrastructure qui va faire en sorte que, oui, on a un drone qui vole dans le ciel et qui capte des images, mais après, comment on les interprète et comment on agit concrètement dans une situation pour être plus rapide et intervenir plus efficacement. Bon. Les situations d'urgence, ça, c'est un volet. Parlons du volet plus, disons, tourné sur l'urbanisme, l'aménagement du territoire. D'ailleurs, il y avait au moment du lancement, il y avait un extrait que je trouvais intéressant où on montrait le site du nouveau REM à Brossard, pas très loin du 10-30, où on voyait un terrain, en principe boisé, mais disons, durement touché par la grille du frein, exactement, où, oui, on peut envoyer des gens au sol, faire certaines lectures, mais le fait de le voir du haut des airs donne une toute autre perspective sur la propagation de la grille du frein sur le terrain donné, parce que c'était le cas type du projet. Mais donc, pour les services d'urbanisme et d'aménagement du territoire, ça devient hyper utile d'avoir ça. Oui, donc l'urbanisme, en effet, donc, on a les situations où on peut donc détecter des maladies dans les arbres directement depuis le ciel. On a aussi, bien sûr, tout ce qui peut concerner la crue des eaux, surveiller les rivières aussi. Au lieu de se déplacer le long d'une rivière, avoir une vue d'ensemble. S'il y a des inondations, c'est quoi les zones les touchées en priorité. On peut avoir beaucoup de situations où on a besoin d'aller prendre des mesures en géomatique aussi dans les villes. Donc, le drone permet également de mesurer très précisément des distances. Et encore une fois, l'objectif, c'est d'éviter des déplacements qui auraient lieu sur la voie terrestre et de regarder avec des images beaucoup plus larges, d'aller mesurer différentes perspectives dans les rues, dans les reliefs, les glissements de terrain. Donc, tout ça, c'est des applications très concrètes pour le drone. Parce que, bon, de la prise d'images aériennes, c'est pas d'hier. Dans certains cas, on prenait le bon vieux Cessna, un hélicoptère ou un Cessna pour aller faire des photos, pour ensuite les développer tout ça. Là, dans le cas du drone, c'est beaucoup plus intéressant parce qu'on l'entend réel. Et là, si on demande aux techniciens à côté de nous de dire, bon, est-ce que tu peux tourner à droite, aller en haut, aller en bas, bref, on est capable de... C'est pas comme un avion qui passe au-dessus puis qui prend des photos, là. Exactement. Puis après, bon, il y a la partie acquisition d'images, qui paraît toujours la plus évidente, mais il ne faut pas oublier ensuite qu'il y a tout un traitement aussi qui peut avoir lieu sur ces images pour aller, comme je mentionnais tantôt, mesurer précisément, calculer des volumétries, des glissements de terrain, détecter des arbres, des espèces d'arbres aussi qu'on peut détecter. Donc, il y a l'image, il y a l'analyse de l'image et la donnée, finalement, qui va être récoltée, qui va après permettre aux différents services d'intervenir correctement.
Bon. Vous avez parlé de 8 villes et municipalités, dont Saint-Jean-sur-Richelieu. Oui. Quelles sont quelques-unes des autres qui participent au Écoutez, projet? sur la rive sud, on a Brossard, Varennes et Boucherville qui sont également inclus dans le projet. On peut aller aussi du côté de l'Assomption, Plessisville aussi, qui est la ville la plus éloignée qui va accéder à ce service. Là. Donc, 8 villes au Québec là, qui sont autour de ce projet, avec quand même une spécificité pour Saint-Jean, qui est que la caserne est basée à Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, on peut imaginer que tout le côté service d'urgence va être priorisé sur Saint-Jean-sur-Richelieu parce que l'équipement est basé ici. Ça sera plus compliqué d'intervenir en urgence à Plessisville parce que le temps de s'y rendre, ça sera peut-être un petit peu trop tard, mais les situations d'urgence vont être faites sur Saint-Jean, oui. Et donc là, est-ce que vous avez déjà un peu commencé les opérations? Oui, il y a eu quelques missions qui ont été effectuées. Là, justement, il y a beaucoup de villes qui voulaient profiter avant l'hiver d'aller faire notamment des inspections sur les arbres, détecter des essences, faire de l'inventaire aussi. Donc ça a déjà des missions qui ont été faites. Et puis, on va en avoir là, pour les 2 prochaines années, puisque c'est un projet de 2 ans. Donc, on va passer aussi à travers toutes les saisons, tester le drone, son comportement en hiver, dans le froid, dans le vent, dans la pluie. Donc, on va essayer d'aller tester la technologie le plus loin possible pour à la fin pouvoir dresser un constat de quels sont les services les plus pertinents pour lesquels le drone serait utilisé. Benoît Bellemala, merci beaucoup. Avec plaisir. Bonne chance. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Harpe et violoncelle, 2 musiciens, un concert à l'Église de l'Acadie le 8 décembre. Et parmi les instruments, un Stradivarius sera donc des nôtres. Chaque semaine, on vous présente des extraits des travaux du Conseil de ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Et chaque dimanche matin, 9h30, en direct, c'est le Télébingo avec 4 000 $ en prix. Il y a une trentaine de dépositaires pour acheter vos livrets de bingo. Et pour avoir la liste, vous allez sur tvhr9.com. À demain. Bye bye.